Maîtrise des langages et SVT. Dans le cadre du socle commun de compétences que nos élèves doivent acquérir, chaque professeur de toutes les disciplines est impliqué dans le travail de la maîtrise de la langue. Évidemment, nous intervenons tous à des degrés divers, mais nous apportons à chaque fois notre pierre à l'édifice. Faire répéter une consigne par plusieurs élèves, leur faire lire un texte phrase après phrase, ou demander aux élèves de changer de lecteur par ligne, ce sont des exemples qui font travailler la maîtrise de la langue. Et de façon plus générale, chaque enseignant fait quotidiennement travailler la compréhension de la consigne qu'il donne à ses élèves. La question de la différenciation repose, entre autres, sur la maîtrise de la langue. Un élève en difficulté, l'est-il parce qu'il a du mal avec les notions scientifiques, ou parce qu'il a du mal avec la maîtrise de la langue française, ou peut-être les deux? En SVT, en raison de notre nombre souvent important de classes, du nombre important d'élèves que nous devons gérer, nous mettons souvent du temps à répondre à ces questions. Or, un outil pourrait nous aider à en gagner. Il s'agit des évaluations nationales de français et de mathématiques, des évaluations académiques de sciences et également des évaluations à l'entrée de seconde. Au cours de ces épreuves, la compréhension des textes, des documents, des images et leur interprétation est évaluée. En sciences, la résolution de problèmes, qui est également au centre de l'activité mathématique, engage les élèves à chercher, émettre des hypothèses, élaborer des stratégies, confronter des idées pour trouver un résultat. Ces outils permettent de mettre en avant les niveaux de compréhension des textes et également la capacité à déduire le sens d'un mot dans son contexte ou en s'appuyant sur des connaissances personnelles. Au collège, les élèves sont ensuite répartis dans 3 groupes. Un groupe à besoin, pour ceux qui ne parviennent pas à retrouver une information explicite ou à établir ce que l'on appellera une inférence, une mise en relation, et qui sont donc en difficulté pour fournir une interprétation. D'autres seront dans le groupe dit fragile, pour ceux qui ne parviennent pas à trouver une information présentée dans un schéma ou à la comprendre. Ils seront en difficulté lorsqu'il faut traiter simultanément plusieurs informations issues d'un texte littéraire ou d'un support documentaire. Le dernier groupe, le groupe satisfaisant, sera réservé aux élèves capables de répondre aux questions des groupes précédents et qui sont en plus potentiellement à même de répondre à des questions de synthèse. Dans l'Académie d'Amiens, les dernières synthèses de l'évaluation commune de seconde ont révélé que les élèves avaient des difficultés à mettre en lien de façon cohérente et pertinente différents éléments d'un schéma. La compétence construire un texte explicatif a visiblement été la moins maîtrisée par les élèves. Nous devons aider nos élèves à maîtriser davantage la langue pour être certains d'évaluer également l'aspect scientifique. Une piste qu'il pourrait être intéressant de suivre serait donc de se saisir de ces résultats des évaluations locales, si possible, si on peut avoir accès aux résultats de ses propres élèves, ou même de se tenir informé, de maintenir une certaine veille pédagogique quant aux synthèses académiques et aux grands courants des élèves que nous avons. Chaque enseignant connaît l'importance de comprendre une consigne pour les élèves, et cela est souvent lié au fait de comprendre un texte. C'est ce que j'appelle ici passer de l'explicite à la secondarisation. Alors de quoi parlons-nous exactement ? Stéphane Bonnery a popularisé l'exemple d'Amidou et du malentendu socio-cognitif qu'il détaille dans son ouvrage. Cet élève est dans un registre de travail immédiat, dans une attitude de conformité pour faire plaisir à son enseignante, et il confond la tâche avec la visée d'apprentissage, ce qui ne lui permet pas d'apprendre. Ce type de malentendu passe la plupart du temps inaperçu pour l'élève ou pour les enseignants, s'il n'y a pas un questionnement plus détaillé derrière, une interrogation pédagogique. La cognition peut être définie de façon simple comme l'ensemble de nos méthodes de pensée, ce qui nous permet d'appréhender le monde et d'apprendre. Le malentendu socio-cognitif présenté ici touche énormément d'élèves des classes populaires, mais pas seulement. Mais ceci explique le préfixe de socio écrit ici. La secondarisation consiste, pour les élèves, à réfléchir sur leur faire, sur le sens qui existe derrière la tâche scolaire. En effet,
La tâche scolaire, l'exercice, c'est le premier niveau que perçoit l'élève. S'il arrive à comprendre le sens second, la visée d'apprentissage, le pourquoi faire ceci, alors il est capable de secondarisation. Nous pouvons aider nos élèves à prendre cette posture intellectuelle particulière en leur demandant tout simplement directement pour quelles raisons faisons-nous cet exercice. Qu'est-ce que je veux que vous appreniez par cet exercice? Ou même, qu'est-ce que je pourrais vous demander dans l'évaluation? Nous disposons de 2 grands types de mémoire pour vivre et apprendre. Elles diffèrent principalement par le temps durant lequel elles peuvent retenir les informations. La mémoire de travail, qui est la mémoire dite à court terme, et la mémoire de travail à long terme sont toujours au service l'une de l'autre. Lorsqu'elles effectuent des liens entre elles, pour comprendre, pour apprendre, c'est ce que l'on appelle des inférences. Lorsqu'un élève fait du lien entre différents éléments d'un texte, ces liens étant internes au texte, on appellera ça une inférence interne. Si, en revanche, un lien est effectué entre un texte, une activité et un élément de la mémoire, on appellera ça une inférence externe au texte. Il faut faire comprendre aux élèves qu'il est nécessaire de réaliser des inférences internes et externes pour comprendre un texte. Une piste pour essayer de réfléchir à ses propres activités pédagogiques pourrait être une grille de ce type-là. Quelles sont exactement les procédures qui sont en jeu lors de la production d'un écrit? Pour nourrir cette réflexion, je vous propose un extrait de l'ouvrage de Jean-Pierre Astolfi, « Écrire, c'est former et transformer sa pensée ». Il y développe le fait que l'écriture est un transformateur cognitif de premier ordre, que l'écriture n'est pas une simple gravure de l'oral, mais qu'elle suppose une mise en forme, une pensée qui va s'élaborer bien au-delà de ce qu'il se passait dans l'esprit de l'élève. Ce processus se réalise grâce à des écrits qu'on qualifiera d'écrits intermédiaires et qu'il conviendra de valoriser au fur et à mesure des étapes d'apprentissage. Regardez les brouillons, valorisez les brouillons et les retours sur erreur. Vous disposez désormais de pistes pour vous aider à faire travailler la maîtrise de la langue dans votre discipline. Par exemple, de vous saisir des résultats d'évaluation de vos élèves, que ce soit dans des évaluations académiques ou plus locales, pour vous permettre de différencier plus rapidement. Apprendre à vos élèves, peu à peu, apprendre une posture intellectuelle qui permette la secondarisation, qui permette la prise de recul. Prenez parfois le temps d'analyser vos activités, ce que vous faisiez avant, ce qui pourrait entraîner un malentendu socio-cognitif en pensant aux élèves comme Amidou qui n'ont pas les codes scolaires. Valorisez les travaux intermédiaires et pas seulement les tâches finales.